Merci, je suis évidemment très honoré d'être ici à l'occasion de la célébration du centenaire de Henri Cartan. Je vais essayer de retracer sa carrière d'analyste complexe, de géomètre complexe. Et je vous prie d'excuser les imprécisions historiques éventuelles du fait que je suis plutôt de la génération arrière-petit-fils de Cartan, et donc la grande époque du séminaire, je ne l'ai pas connue, puisque j'étais à peine né lorsque le séminaire a eu lieu, en tout cas ces dernières moutures. Comme l'a dit Jean-Pierre Serre tout à l'heure, les fonctions de variables complexes ont été l'une des grandes préoccupations d'Henri Cartan, et ceci dès le début de ses travaux, en fait dès sa thèse qui date de 1928 sur les systèmes de fonctions holomorphes à variété linéaire lacunaire et leurs applications. Alors, dans cette thèse, Cartan essentiellement étudie les prolongements de la théorie de Nevanlinna, la théorie de distribution des valeurs des fonctions holomorphes. Et il s'agit essentiellement de comprendre ce qui se passe quand on regarde une application holomorphe qui va du plan complexe dans le complémentaire d'un certain nombre d'hyperplans dans l'espace projectif complexe. Et sous certaines hypothèses adéquates de généricité du choix des hyperplans, on peut démontrer, s'il y a suffisamment d'hyperplans, qu'une telle application est linéairement dégénérée, c'est-à-dire que elle va être contenue, son image va être contenue dans un certain hyperplan linéaire de l'espace projectif. Alors, je ne vais pas beaucoup parler de ces premiers résultats de Cartan parce que, d'une certaine façon, ils ont été éclipsés par les résultats ultérieurs qui concernent la théorie des faisceaux cohérents, des faisceaux analytiques cohérents, les théorèmes A et B sur lesquels je vais plus insister. Mais je voudrais néanmoins dire que cette théorie, qui est son travail de jeunesse, qui date donc de 1928, connaît aujourd'hui encore des retombées importantes au travers de l'étude des variétés algébriques hyperboliques. Donc un problème plus général, c'est d'étudier les applications à valeur dans le complémentaire d'une sous-variété algébrique x de Pn, x défini par exemple par un polynôme homogène. Et une conjecture non résolue à ce jour, c'est que si l'hypersurface x est générique et de degré suffisamment grand, alors précisément, on espère que la bonne borne, c'est 2n. Donc voyons, dans P2, ça serait 5, donc c'est 2n plus 1. Alors, il n'existe pas de tel f holomorphe non constante. Alors, sous certaines hypothèses, on peut démontrer une propriété d'ouverture de cette propriété qui est appelée hyperbolicité. Et donc, le résultat de Cartan donne quand même un certain nombre de résultats par perturbation, si on prend des hypersurfaces qui sont éventuellement voisines. Bon, ce n'est pas dans la thèse de Cartan, mais on peut utiliser de tels arguments aujourd'hui. Ce sont des conjectures qui restent extrêmement profondes dans la mesure où elles sont liées au travers des travaux de Lang et Vojta à des problèmes de savoir si on peut avoir une infinité de points rationnels, par exemple, sur les hypersurfaces de grand degré de l'espace projectif, donc des problèmes de points entiers. Donc ceci est lié à la théorie des nombres et des travaux
très contemporains, donc Lang, puis Vojta, etc. Fatils. Bien, mais comme j'ai dit, je ne vais pas beaucoup insister sur ces aspects pour me concentrer davantage sur les travaux ultérieurs de Cartan. Alors, je ne prétends pas non plus donner la liste complète des travaux de Cartan en analyse complexe, qui sont très nombreux et très denses. Un autre travail, à mon sens, important, c'est celui de 1940 sur les matrices holomorphes de n variables complexes. Alors, donc on regarde ici un ouvert dans l'espace numérique complexe, C puissance n. Et puis on suppose que l'ouvert est réunion de deux ouverts oméga 1, oméga 2. Et il faut supposer également que cet ouvert a certaines propriétés de convexité, par exemple convexe au sens ordinaire, va fonctionner. Convexe ou pseudo-convexe, ça suffirait. Donc ici, oméga 1, ici, oméga 2. Et puis on se donne un objet holomorphe dans l'intersection oméga 1 inter-oméga 2. Et on se demande si on peut décomposer cet objet en un objet holomorphe sur oméga 1 et un objet holomorphe sur oméga 2. Ce qu'on appelle un problème de cousin. Alors, dans les problèmes de cousin, le problème le plus simple, c'est le problème additif. Dans ce cas-là, on se donne une fonction holomorphe f, comme d'habitude par O, le faisceau des fonctions holomorphes. On se donne une fonction holomorphe sur l'intersection et on se demande s'il existe des fonctions holomorphes sur chacun des ouverts oméga 1, oméga 2, telle que la fonction f donnée veut bien être la différence de f2 restreint à l'intersection moins f1 restreint à l'intersection. De la même façon, on a le problème multiplicatif. Alors, on se donne maintenant une fonction holomorphe inversible sur l'intersection, c'est-à-dire une fonction holomorphe qui ne s'annule pas, et on se demande si, de la même façon, on peut décomposer en des fonctions sur oméga 1, oméga 2, non nulles, ici dessus, ne s'annulant pas, tel que f est égal au quotient f2 sur f1. Et puis, si on généralise ici au cas des matrices inversibles, on a un problème analogue, mais cette fois beaucoup plus compliqué puisque c'est un problème non abélien. Donc, on va prendre ici une matrice A, de la même façon. Matrice holomorphe inversible sur l'intersection. Et on se demande si on peut décomposer A comme un produit A1, A2 ou A1, A2 moins 1, c'est pareil, avec des matrices qui sont holomorphes inversibles sur chacun des ouverts oméga 1, oméga 2. Alors, Cartan démontre ça donc, de façon relativement élémentaire, 1940. C'est assez surprenant parce que ça préfigure déjà la cohomologie
même la cohomologie non abélienne, et la théorie des faisceaux qui va venir une douzaine d'années après. En langage moderne, bien entendu, ce théorème veut dire exactement que si on construit le fibré vectoriel holomorphe, qui est obtenu en recollant des fibres sur oméga 1 et des fibres sur oméga 2 par l'application de recollement donné par la matrice holomorphe inversible A, alors on obtient un fibré qui est trivial au sens holomorphe. Bien évidemment, ici, l'hypothèse de convexité est nécessaire pour avoir le fait que les fibrés sont triviaux, du point de vue topologique. Et ce type de travaux a eu énormément de retombées ultérieurement, beaucoup de travaux qui ont suivi, notamment ce qu'on appelle le H-principle, qui a été étudié, le H-principe, principe d'homotopie holomorphe, extrêmement étudié par des gens comme Grauer, Gromov, etc., dans les années postérieures aux travaux de Cartan. Le H-principe dit essentiellement que chaque fois qu'on est sur des variétés qui ont une convexité holomorphe suffisante, ce qu'on appelle les variétés de Stein, alors essentiellement, tout ce qui se passe de façon topologique doit se passer de la même façon pour les objets holomorphes. Alors, la plupart des situations connues, cette chose-là a été vérifiée. Il y a encore un certain nombre de problèmes liés au H-principe qu'on ne sait pas résoudre, qui sont extrêmement profonds. Peut-être c'est le moment de définir ce qu'est une variété de Stein, donc ainsi dénommée en l'honneur de Karl Stein, physicien de l'école allemande. Donc une variété est dite de Stein si c'est une variété analytique complexe telle que, premièrement, si on regarde les fonctions holomorphes, globales sur X, donc je regarde celles qui sont définies et holomorphes sur X tout entier, elles doivent séparer les points de la variété X. Et deuxièmement, X est convexe relativement à l'algèbre des fonctions holomorphes sur X. Alors, qu'est-ce que ça veut dire convexe? Ça veut dire que si on prend un compact dans oméga, on peut avoir une forme discornue qui peut être une sorte de marmite, on va considérer son enveloppe holomorphe. Ça veut dire l'ensemble des points sur lesquels le principe du maximum est satisfait, l'ensemble des points en lesquels une fonction holomorphe va être majorée en module par le sup sur le compact K. Donc l'enveloppe holomorphe en général va remplir les trous qui sont les défauts de convexité holomorphe, et on dit que la variété X est holomorphiquement convexe si l'enveloppe holomorphe d'un compact reste compacte dans l'ouvert. Au contraire, si la variété X avait un trou comme ça, le remplissage par le principe du maximum du trou atteindrait le bord de la variété et du coup on n'aurait plus un compact. Donc voilà les deux propriétés fondamentales qui définissent les variétés de Stein. Et on va voir que ça joue un rôle fondamental dans les travaux ultérieurs de Cartan. Alors, il y a un certain nombre de travaux sur lesquels je ne vais pas non plus m'appesantir, qui sont cependant assez nombreux, dans les années 1940-49, sur la théorie du potentiel et sur le prolongement des fonctions holomorphes, en collaboration avec Denis par exemple. Donc les travaux qui ont marqué le plus la postérité, ce sont ceux sur la théorie des faisceaux analytiques cohérents. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la notion de faisceau a été introduite par Leray, des
les années immédiatement après la guerre, 45-49. Et aussitôt après, donc, Cartan note l'intérêt de la théorie des faisceaux pour étudier les fonctions analytiques. Et en 1950 paraît l'article fondamental au bulletin de la Société mathématique de France, intitulé « Idéaux et modules de fonctions analytiques de plusieurs variables », en même temps qu'un travail de Oka sur quelques notions arithmétiques. Et il y a manifestement eu une collaboration entre Cartan et Oka à cette époque pour bâtir quelques résultats fondamentaux de la théorie des faisceaux cohérents. Alors, je vais rappeler des choses qui sont évidemment très bien connues des experts. Donc, tout d'abord, la définition des faisceaux comme espace étalé. Alors, c'est très simple de dire ainsi un faisceau. Donc, on prend X, un espace topologique. Et un faisceau, ce n'est pas autre chose qu'un homéomorphisme local d'un autre espace topologique F, qui est le faisceau étudié. On suppose simplement que c'est un homéomorphisme local, et on s'intéresse aux fibres. Je montrerai F indice X, simplement I-1 de X. Et en général, on suppose que cette fibre est munie d'une opération algébrique, par exemple une structure de groupe abélien, ou de module sur un anneau, ou d'anneau. Et pour chacune de ces structures, on suppose que l'opération de groupe vérifie des propriétés de continuité vis-à-vis de la structure d'espace topologique de F. Alors, c'est la définition qui se trouve dans le séminaire Cartan. La définition a été légèrement généralisée ensuite par Grothendieck. En fait, on s'intéresse non seulement aux germes, mais en général on s'intéresse aux sections. Donc l'espace des sections d'un faisceau, F de U, c'est l'ensemble des applications S continues pour la topologie de faisceau d'un certain ouvert U dans F qui commute vis-à-vis de la projection, c'est-à-dire tel que pi en S égale l'identité d'ouvert U, de telle sorte que S de X appartient à la fibre F de X pour chaque point X. Et Grothendieck a introduit un léger changement de point de vue en introduisant la notion de préfaisceau. Alors, dans ces conditions, on oublie la structure topologique et on considère le faisceau plutôt comme la collection des espaces F de U, qui sont ceux qu'on veut étudier, et on demande des propriétés de recollement vis-à-vis des recouvrements de l'ouvert U. Et le faisceau décrit les propriétés des fonctions qu'on est censé étudier. Par exemple, on peut considérer, si on étudie une variété différenciable, le faisceau des fonctions différenciables. Si on étudie une variété holomorphe, on va étudier le faisceau des fonctions holomorphes. Donc, ce qu'on appelle en général le faisceau structural. Alors, le faisceau structural, bon, eh bien, pour une variété holomorphe, c'est OX. Dans les travaux ultérieurs, bien évidemment, on s'intéresse à de très nombreuses autres structures, par exemple, structure de D-module. Donc, dans ce cas-là, on va considérer le faisceau des opérateurs différentiels à coefficients holomorphes, etc. Bien. Maintenant, notion de faisceau analytique et de faisceau cohérent. Alors, un faisceau analytique, eh bien, c'est tout simplement un faisceau... Oui, non, c'est bon. Donc, un faisceau analytique, c'est tout simplement un faisceau de modules sur le faisceau d'anneaux OX.
Et la notion très importante de cohérence est la suivante. Donc, vous prenez un faisceau d'anneaux A sur un espace topologique X. On dira que ce faisceau d'anneaux est cohérent s'il est localement de type fini, c'est-à-dire si chaque point a un voisinage U sur lequel vous pouvez engendrer les sections de f de U par un nombre fini de générateurs, ce qui veut dire que les fibres correspondantes dans U sont engendrées par les germes des générateurs en tout point de l'ouvert U. Première condition. Et deuxième condition, également une condition de nature algébrique de finitude. Donc, il s'agit d'un faisceau de modules sur les fonctiolomorphes. Vous prenez des sections S1, SP sur l'ouvert U, et vous regardez le faisceau des relations. Donc, vous regardez le faisceau R, qui, en chaque point X, consiste en les P-uplets A1, A2, AP de coefficients, tels que la somme des AJ, SJ au point X est nulle. Le faisceau des relations linéaires entre les sections qu'on s'est données a priori. Et la condition qu'on exige, c'est que ce faisceau de relations est lui-même localement de type fini dans le module A puissance A, somme directe des fois par lui-même. Donc, en quelque sorte, un faisceau cohérent, c'est un faisceau qui est localement de présentation finie. Vous avez localement un nombre fini de générateurs et localement un nombre fini de relations entre ces générateurs en particulier. Alors, les deux théorèmes essentiels démontrés par Cartan dès 1950 et par Oka, ou en collaboration, disons, par échange. Bon, ça, c'est résultat démontré par Oka, mais l'énoncé que je vais en donner est plutôt dans l'esprit de Cartan, de la notion de faisceau. Eh bien, c'est que quelle que soit la variété X analytique complexe, le faisceau OX, faisceau structural, est un faisceau cohérent. Alors, c'est une propriété de neutérianité forte. Ça veut dire que, quels que soient les fonctions holomorphes que vous prenez, le faisceau des relations entre ces fonctions holomorphes est localement de type fini avec les définitions que j'ai données. Je n'ai pas forcément pris la définition historique. Disons, compte tenu de ma définition, c'est un théorème substantiel. Voilà. Et un corollaire de ça, c'est une propriété de neutérianité forte. Donc maintenant, si vous avez une suite croissante prenez une suite croissante de sous-faisceaux cohérents d'un faisceau cohérent. Le faisceau lui-même, F étant cohérent, et les FJ étant cohérents. Alors, la suite de faisceaux est localement stationnaire. C'est-à-dire que pour tout compact, les faisceaux vont être égaux à partir d'un certain rang, en restriction à ce compact. Donc, la propriété de cohérence, en quelque sorte, c'est une propriété de neutérianité, mais semi-globale, qui s'étend au voisinage d'un point, et plus généralement sur un compact. Bon, et puis, deuxième théorème essentiel de la théorie, cette fois dû à Cartan lui-même, c'est que si on considère un ensemble analytique
dans une variété analytique complexe. Donc vous regardez un ensemble analytique A. Donc A, un ensemble analytique. Alors ça veut dire un ensemble qui est localement défini par une collection de fonctions holomorphes. Localement, vous pouvez trouver un nombre fini d'équations holomorphes pour l'ensemble A. Alors vous regardez le faisceau d'idéaux, I indice A, donc c'est l'ensemble des germes de fonctions holomorphes sur la variété X qui, en restriction à A, sont nuls. Fonctions qui vont définir A localement, plus éventuellement que les équations qu'on s'est données a priori. Eh bien, quelle que soit la façon de définir l'ensemble analytique A, ceci est un faisceau cohérent. Donc ça va bien au-delà de la condition de noethérianité ponctuelle. Il n'est pas très difficile de démontrer par récurrence sur la dimension que l'anneau des germes de fonctions holomorphes en un point, qui est la même chose que l'anneau des séries formelles, de Taylor convergentes en ce point, est noethérien. C'est un argument de récurrence sur la dimension. Mais là, non seulement en chaque point, le faisceau d'idéaux est de type fini, mais on peut trouver des générateurs qui sont identiques en tous les points d'un voisinage d'un point x0 de. Donc c'est une propriété de noethérianité uniforme sur un voisinage de chaque point de l'ensemble A. Bien, alors il y a d'autres résultats fondamentaux qui tous sont rédigés dans le séminaire Cartan des années 50-52. Un autre théorème essentiel qui sera bientôt démontré, paru dans une note au compte-rendu de l'Académie des sciences en 1953, le théorème de Cartan-Serre, théorème de finitude. Et puis, évidemment, les deux grands théorèmes que sont les théorèmes A et B. Alors, voici ce que j'ai expliqué au tableau et l'énoncé des théorèmes A et B. Donc j'ai déjà expliqué tout à l'heure ce qu'était une variété de Stein. Alors le théorème A dit que si vous avez un faisceau cohérent sur une variété de Stein, alors les sections globales engendrent les fibres du faisceau en chaque point. Ce qu'il y a de profond dans ce théorème, c'est que l'existence a priori de sections globales n'est même pas garantie, hein, puisque, par exemple, si vous prenez une variété compacte, vous prenez X une variété compacte, et vous regardez le faisceau des fonctions holomorphes sur X, eh bien, sur une variété compacte, le principe du maximum implique facilement que les fonctions holomorphes sont constantes. Puisque vous prenez le sup, le module d'une fonction holomorphe sur un compact, ce sup est forcément atteint en un point, mais maintenant le principe du maximum dit que si vous avez une fonction holomorphe qui atteint son maximum, elle est nécessairement constante. Donc si vous êtes sur une variété compacte, les sections globales du faisceau des fonctions holomorphes sont des constantes. Et puisqu'elles sont constantes, évidemment, elles ne peuvent pas engendrer les fibres du faisceau, puisque les fibres du faisceau, c'est les séries de Taylor convergentes en un point. Mais évidemment, une variété compacte n'est pas de Stein.
les points ne sont pas séparés par les fonctions, donc il n'y a pas de contradiction, bien entendu. Donc, c'est un théorème A, c'est un théorème d'existence très très profond de section globale d'un faisceau sur une variété de Stein. Alors le théorème B, quant à lui, étudie les groupes de cohomologie à valeur dans un faisceau. Donc si on a un faisceau cohérent sur une variété de Stein, les groupes de cohomologie HQ de XF sont nuls pour tout Q supérieur ou égal à 1. Alors ces groupes de cohomologie de faisceaux, on rappelle très brièvement comment ils sont définis. À l'époque du séminaire Cartan, ils étaient définis comme des groupes de cohomologie de Čech. Une définition qui généralise celle utilisée dans la résolution des problèmes de Cousin. Donc on considère un recouvrement par des ouverts. Et puis on regarde l'espace des cochaines de Čech à valeur dans le faisceau F. Ce sont les familles indexées par des coefficients alpha 0, alpha 1, alpha q, où ici on a une section sur l'ouvert intersection U alpha 0, inter U alpha 1, inter etc., inter U alpha q. Et puis, comme tout à l'heure, on faisait la différence des restrictions sur les intersections. Donc on a plus généralement ici un morphisme cobord qui va de CQ dans CQ plus 1 qui a une cochaine de Čech, associe la cochaine C' et la formule est C' alpha 0 alpha Q plus 1 égale la somme alternée des C alpha 0 etc. où j'enlève pour chaque J l'indice alpha J. Et je prends ceci en restriction à l'intersection voulue. Et il est facile de voir qu'avec cette définition du morphisme cobord, on a bien un complexe différentiel. Et les groupes de cohomologie du faisceau sont définis comme les limites inductives de la cohomologie de Čech ainsi définie par des recouvrements arbitraires, lorsque ces recouvrements deviennent de plus en plus fins. Donc ici, la relation, c'est vis-à-vis du raffinement des recouvrements. La démonstration de Cartan repose de façon essentielle sur le lemme des matrices holomorphes. On fait des arguments à la fois de récurrence sur la dimension, c'est une récurrence extrêmement élaborée sur le nombre de générateurs des faisceaux mis en jeu, sur les relations, sur les suites exactes de cohomologie, et puis à un certain moment, on a une récurrence sur la dimension extrêmement subtile aussi, et on utilise le théorème des matrices holomorphes inversibles pour recoller ce qui se passe sur différentes couches dans le raisonnement par récurrence sur la dimension. Alors, ultérieurement, Grothendieck définira la cohomologie autrement, introduira de nombreuses notions d'algèbre homologique qui approfondissent la vision originale de Leray et Cartan, notamment par les catégories dérivées, les résolutions injectives, les foncteurs, les 6 opérations cohomologiques fondamentales. Je vais avoir l'occasion d'en reparler un petit peu. Donc, je voudrais parler aussi d'un certain nombre de travaux contemporains de cette époque. Je n'ai pas expliqué le théorème de Cartan-Serre. C'est un autre théorème fondamental de la théorie.
il dit que si X est une variété compacte, alors, pour tout faisceau cohérent, les groupes de cohomologie de X à valeur dans F sont de dimension finie. La démonstration n'est pas très compliquée, et en fait plutôt plus simple que les résultats précédemment mentionnés. Donc c'est essentiellement la suivante. Vous prenez un recouvrement U, et puis prenez un recouvrement plus fin, toujours rétrécir un petit peu les ouverts. Donc vous prenez un recouvrement U' formé des mêmes indices, de telle façon que chaque ouvert du recouvrement U' est relativement compact dans l'ouvert UJ correspondant du recouvrement U. Et maintenant, on a un morphisme de restriction évident qui consiste à prendre la restriction des cochaines aux ouverts un petit peu plus petits. Et un théorème dû à Leray dit que, en fait, si les ouverts sont pris comme des ouverts de Stein, à ce moment-là, le recouvrement est acyclique, et par conséquent, la cohomologie de Čech calcule directement la cohomologie limite. Donc ceci est égal à la limite inductive, ici aussi. Mais ici, on peut mettre une topologie sur ces espaces de section. On a des espaces de Fréchet, et bien connu, en théorie fonctionnement d'une ou plusieurs variables, que quand on restreint un ouvert relativement compact, on obtient un morphisme compact. Donc on a ici un morphisme compact qui, en outre, est un isomorphisme en cohomologie, et on peut alors invoquer des résultats d'analyse fonctionnelle qui ont été élaborés à peu près à la même époque par Laurent Schwartz. Et donc, en utilisant le résultat de compacité, de perturbation compacte de Laurent Schwartz, on déduit facilement la finitude des espaces de cohomologie. Alors, déjà, ces résultats contiennent énormément de conséquences, en particulier des travaux qui avaient été faits bien antérieurement, mais ils permettent un renouvellement complet du langage. Par exemple, un théorème qui découle facilement du théorème de finitude, c'est le théorème de plongement des surfaces de Riemann compactes. Si vous prenez une surface de Riemann compacte, c'est-à-dire une variété analytique compacte complexe de dimension 1, alors il y a un théorème qui dit que vous pouvez la plonger holomorphiquement comme sous-variété de dimension 1 d'un espace projectif complexe, comme une courbe algébrique plongée dans un espace projectif complexe. Il existe un plongement holomorphe. Et essentiellement, il s'agit de construire des fonctions méromorphes sur X. Le problème, c'est de construire des fonctions méromorphes. Déjà, pour avoir une application dans P1, il s'agit de construire une seule fonction méromorphe, et si on a suffisamment de fonctions méromorphes, en les mettant ensemble, on aura un tel plongement. Donc, le problème, c'est de construire des fonctions méromorphes. C'est un argument qui m'a été expliqué par Adrien Doidy, pour la première fois lorsque j'étais un jeune étudiant. Donc, on regarde le faisceau des fonctions qui admettent des pôles en un certain nombre de points. Donc, vous prenez des points en assez grand nombre, et vous regardez les fonctions méromorphes qui admettent des pôles simples aux différents PJ. Et lorsqu'on enlève ou qu'on retire un point, on a une suite exacte de faisceaux avec un faisceau gratte-ciel. On applique le théorème de finitude et on regarde la cohomologie lorsqu'on augmente le nombre de points. On observe que le H1 est stationnaire
Et la suite exacte longue de cohomologie associée donne immédiatement l'existence d'une fonction méromorphe ayant un pôle simple en un point. Ayant cette fonction méromorphe avec un pôle simple en un point, vous obtenez une application localement injective dans P1, et puis en mettant suffisamment, vous obtenez un plan. Donc, en définitive, un théorème d'analyse relativement profond qu'on obtient facilement par la théorie des faisceaux. Et à peu près à la même époque, interviennent un certain nombre d'autres travaux fondamentaux qui sont ceux de Kodaira, Hirzebruch, Serre, dont j'ai brièvement parlé. Alors, en 1953 a lieu le colloque de Bruxelles sur les fonctions de plusieurs variables. Et Riccarton, il fait un exposé très remarqué où il résume l'ensemble des travaux du séminaire Bertrand de Paris. Et Jean-Pierre Serre pose également un problème qui va m'intéresser, moi, beaucoup plus tard, fera l'objet de ma thèse, qui a été longtemps connue sous le nom de conjecture de Serre, une des conjectures de Serre. Donné à l'occasion du colloque de Bruxelles. C'est posé sous forme de problème. Les gens y croyaient beaucoup après, donc ils ont transformé, malgré l'auteur, en conjecture. Donc, on prend X, l'espace fibré, issu d'une base B. On suppose que la base B est de Stein. Et on suppose que les fibres sont de Stein. Alors le problème est de savoir si l'espace total est-il de Stein. Alors, il y a un certain nombre de cas où la réponse est évidente. Lorsque le fibré est trivial, évidemment. Lorsque c'est un fibré vectoriel. Lorsque c'est un fibré principal, ça a été démontré à la fin des années 50. Donc, il y avait tout un tas de réponses positives. Mais la réponse générale résistait jusqu'à ce que, en 1977, Henri Skoda, 76, obtiennent une réponse négative surprenante au problème général. Donc, la réponse générale est négative. Et elle est négative déjà dans le cas où les fibres sont des espaces CN, mais avec une structure non vectorielle, c'est-à-dire dans le cas où les automorphismes de transition sont polynomiaux, par exemple, ça ne marche pas. Si les automorphismes sont linéaires, s'ils sont bornés d'une quelconque façon, la réponse est positive. Mais lorsqu'on prend des automorphismes polynomiaux, on peut avoir de la dynamique holomorphe non triviale. Et en présence de cette dynamique holomorphe non triviale, il y a une explosion de la croissance par composition des automorphismes de transition qui fait qu'il va y avoir trop de distorsion dans le fibré pour arriver à construire des fonctions holomorphes globales si on produit des automorphismes de transition qui ont trop de distorsion. Donc, à la suite des travaux de Skoda, j'ai repris ce sujet et j'ai donné quelques autres exemples. Déjà, lorsque la base est de dimension 1 et la fibre de dimension 2. Donc, la plus petite dimension possible. On sait que la réponse est positive si la fibre est de dimension 1. C'est des résultats de Sioux, essentiellement, et Mock en général.
Donc la plus petite dimension possible pour le contre-exemple, c'est dimension de la base est 1 et dimension de la fibre supérieure ou égale à 2. Et bon, à la suite des travaux de Skoda, j'ai donné un exemple où la base est le disque lui-même et la fibre C2. Donc la situation a priori la plus triviale possible ne marche pas. Bien. Mais sans doute, travaux beaucoup plus dans la ligne directrice de la géométrie analytique et de la géométrie algébrique sont évidemment ceux de Kodaira et Hirzebruch qui viennent immédiatement après les séminaires Cartan. Donc Kodaira étudie le groupe de cohomologie en utilisant des méthodes d'analyse harmonique et la théorie de Hodge, d'harmonic integrals, et donc fait le lien entre la théorie de Hodge et la théorie des faisceaux cohérents. Vous observerez d'ailleurs que en langue anglaise, on utilise encore le mot faisceau en 1953, ce qui montre l'influence de l'école française de l'époque. Et puis, peu de temps après, en 1954, Kodaira démontre son fameux théorème de plongement, qui généralise ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour les surfaces de Riemann, donc, qui étudie le plongement des variétés kehlériennes dans l'espace projectif. Et Kodaira démontre, toujours en utilisant la théorie des formes harmoniques, qu'une variété kehlérienne peut être plongée dans un espace projectif complexe, comme sous-variété algébrique, si et seulement si elle possède une métrique kehlérienne dont la classe de cohomologie, comme forme symplectique, est entière. Donc c'est là un travail extrêmement profond, donc, qui généralise les travaux d'ailleurs étudiés par Cartan en séminaire autour des variétés abéliennes et qui donne une réponse quasi définitive au problème de caractériser au moins celles des variétés kehlériennes qui sont projectives. Néanmoins, autour de ces travaux, il est resté des questions qui n'ont été résolues que très récemment. Par exemple, ça n'est que l'an dernier que Clairvoisin a démontré qu'il existe des variétés kehlériennes qui ne sont pas déformations de variétés projectives. C'est une question ouverte jusqu'à l'an dernier. La question était de savoir si, en quelque sorte, les variétés kehlériennes étaient la complétion des variétés projectives, de la même façon que les réels sont la complétion des rationnels. Les variétés projectives occupant en quelque sorte le rôle des rationnels et les variétés kehlériennes celle des réels. Eh bien, il y a malheureusement, si on peut dire, des variétés kehlériennes un peu exotiques qui ne sont pas des formations. Un problème peut-être encore ouvert, certaines hypothèses, mais semble négatif. Autre travail fondamental de cette époque, bien sûr, ce travail de Friedrich Hirzebruch, Arithmetic Genera and the Theorem of Riemann-Roch for Algebraic Varieties, où est énoncé le théorème calculant la caractéristique de l'air d'un fibré vectoriel holomorphe, résultat qui sera généralisé peu après par Grothendieck, puis par Atiyah-Singer. Donc, Grothendieck, au travers de son théorème sur les images directes, je vais rappeler ça rapidement. Donc, vous regardez un morphisme analytique propre. Et puis un faisceau F analytique cohérent sur X. Alors, on a ce qu'on appelle les faisceaux d'images directes. RQ, phi étoile,
de F sont donnés de la façon suivante. À chaque ouvert V dans Y, on associe le groupe de cohomologie HQ de l'image inverse Q-1 de V à valeur dans F. En fait, ça ne fait pas tout à fait un faisceau, ça fait un préfaisceau. En général, on prend le faisceau associé, et ce faisceau associé, on l'appelle faisceau QM, image directe de F par phi. Et un théorème qui ne viendra qu'en 1960, c'est le théorème des images directes de Grauert. Qui dit que sous cette situation, donc avec l'hypothèse essentielle que le morphisme phi est propre, alors les images directes sont eux-mêmes des faisceaux cohérents sur l'espace Y. F cohérent, phi propre. Ceci implique que RQ, phi étoile en bas, F est cohérent. Vous remarquerez d'ailleurs que si l'espace Y est réduit à un point, c'est exactement le théorème de finitude de Cartan-Serre. Et donc, en quelque sorte, le théorème des images directes est une version paramétrée relative du théorème de finitude de Cartan-Serre. La démonstration initiale de Grauert est extrêmement compliquée. Elle apparaît dans une publication de IHES. Je ne suis pas complètement sûr d'ailleurs qu'elle soit entièrement correcte. Et donc, ultérieurement, en utilisant des idées de Malgrange et des travaux de l'école allemande, d'Adrien Doidy, et des idées de la thèse de Doidy, une démonstration correcte apparaît. Bon, il y a des démonstrations qui sont maintenant bien lisibles, par exemple celle de Kiel-Verdier, parue dans le séminaire Doidy-Verdier. Première démonstration correcte, 64. Bon, et démonstration simple et complètement lisible, disons, autour des années 60, 69, 70, par là. Bien, en tout cas, Grothendieck qui introduit ces notions, un papier au Toku, 55 par là, on n'avait pas besoin de ça parce qu'il regardait essentiellement la situation algébrique. Et donc, une contribution fondamentale autour des théorèmes de l'indice, bien entendu. Donc, c'est le théorème de Hirzebruch qui utilise des méthodes topologiques. Et la version Grothendieck qui, elle, est complètement algébrique, mais relative au cas de variété projective et de morphisme projectif. Donc, dans ce cas-là, la preuve est différente. C'est une preuve plutôt, en quelque sorte, une vérification explicite en utilisant le caractère fonctoriel des opérations et le fait que sur l'espace projectif, on sait calculer les groupes de cohomologie. On se ramène en définitive à calculer ce qui se passe sur l'espace projectif lui-même. Autres travaux extrêmement profonds qui, d'une certaine façon, peuvent être considérés comme des travaux qui doivent beaucoup à Cartan lui-même. Donc, ce sont des choses plus analytiques et sur lesquelles je vais moi-même ensuite beaucoup travailler, mais donc, ce sont des travaux qui utilisent la théorie des formes harmoniques. Donc, il y a bien sûr les travaux fondamentaux de Kodaira que j'ai déjà cités tout à l'heure. Et puis, en 1965, apparaissent deux articles fondamentaux, l'un d'Andreotti-Vesentini et l'autre de Hormander, où cette fois, en reprenant aussi un certain nombre d'idées de Malgrange et
travaux d'analystes comme Morey, Cohn, sur l'équation du débat. Donc, on étudie la cohomologie à partir du débat et du lemme de Dolbeault-Grothendieck. Donc, on a un isomorphisme fondamental entre la cohomologie de faisceau HQ de XF et puis la cohomologie d'un certain complexe de forme C infinie sur X à valeur dans les formes différentielles oméga QX bar, enfin oméga T étoile X bar. Donc ici, on regarde les 0Q formes C infini à valeur dans le faisceau F. Et puis, on munit ces 0Q formes de l'opérateur T bar, c'est-à-dire la composante de type 0,1 de la différentielle extérieure de De Rham. C'est un petit peu plus simple à décrire lorsque le faisceau F est localement libre. Dans ce cas-là, c'est vu comme les faisceaux de section d'un fibré vectoriel holomorphe. Et ces formes s'interprètent comme des 0Q formes à valeur dans le fibré vectoriel holomorphe. Mais en fait, ça marche aussi dans un faisceau quelconque. On peut très bien définir une notion de débar connexion sur un faisceau cohérent. J'ai d'ailleurs fait travailler un élève là-dessus récemment. Il a démontré l'an dernier qu'on a une équivalence de catégorie entre la catégorie des faisceaux cohérents sur le faisceau des fonctions holomorphes et la catégorie des faisceaux cohérents sur le faisceau d'anneaux des fonctions C infinies, pourvu que ces faisceaux admettent une connexion de type 0,1. Donc c'est une autre façon de voir les faisceaux cohérents, sans doute un peu exotique, mais peut en tout cas très bien définir des débars connexions, et dans ce cas-là, on a un tel isomorphisme. Donc, ceci permet maintenant d'étudier la cohomologie cohérente par des méthodes de géométrie différentielle. Et contribution essentielle de Hormander et Andreotti Vesentini, c'est des estimés L2. Par exemple, celle qui dit que si on a X une variété de Stein, donc on sait que ces groupes de cohomologie sont nuls. Donc, le problème, c'est vous avez une forme qui vérifie d bar f égale 0. Vous voulez savoir s'il existe G tel que f égale d bar G. L'élément nouveau introduit par Hormander et Andreotti Vesentini, c'est qu'on peut résoudre cette équation avec en outre une estimée L2, certaines hypothèses, essentiellement si le fibré F est à courbure positive. Il peut être muni d'une métrique à courbure positive. Donc on munit les fibres d'une métrique. Donc c'est muni d'une métrique à courbure positive. Alors bien sûr, dans le cas d'une variété de Stein, on peut toujours munir d'une métrique à courbure positive parce que la variété est convexe et on peut multiplier essentiellement la métrique par des fonctions convexes pour atteindre cette courbure positive. Dans le cas d'une variété compacte, on aurait la même chose si on prend un fibré à courbure suffisamment positive. Et les théorèmes d'annulation, à ce moment-là, sont obtenus par des méthodes purement de géométrie différentielle. Alors, ceci a donné lieu à des perspectives extrêmement récentes que je ne vais qu'aborder, donc qui apparaissent dans les dernières lignes, et je vais conclure là-dessus, pour expliquer que
les idées de Cartan sont encore complètement vivantes aujourd'hui, même dans les dernières années ou dans les derniers mois. Donc on a une notion fondamentale qui a été introduite par Alan Neidl, un étudiant de SU 1990. C'est la chose suivante. Donc vous prenez une fonction phi plurisous-harmonique. Alors ça veut dire une fonction réelle telle que la matrice des dérivées partielles croisées, d de phi sur dz dz bar k, est une matrice hermitienne positive. Cette notion a été introduite simultanément par Oka et Lelong au cours des années 1940-42 et retrouve une importance considérable dans la mesure où si on munit un fibré du poids et puissance moins phi, ça devient un fibré à courbure positive. On peut interpréter les fonctions plurisous-harmoniques comme quelque sorte des métriques à courbure positive sur les fibrés au-dessus des variétés de Stein. Et on va regarder le faisceau I de phi, qui est le faisceau des fonctions f, des sections d'un faisceau quelconque, en prenant le faisceau des fonctions holomorphes a priori, tel que localement l'intégrale sur un voisinage. Prenez un petit voisinage et vous intégrez le poids ici contre la fonction f au module au carré. Cette fonction en général va avoir des singularités. Par exemple, typiquement, vous allez prendre des poids de la forme log de g1 carré plus etc. plus gk carré avec des fonctions holomorphes qui s'annulent. La condition, c'est que cette intégrale est localement convergente. Donc, si on prend phi égale cette fonction, ça fait la condition que l'intégrale de f au carré divisé par g1 carré plus etc. plus gk carré converge. Bien entendu, lorsque les fonctions holomorphes s'annulent au dénominateur, ça peut induire des conditions d'annulation sur f, mais ces conditions d'annulation sont précisément décrites par le faisceau d'idéaux I de phi. Mais une fonction plurisous-harmonique peut avoir des singularités beaucoup plus vaches que ça, tout à fait général. Et un théorème fondamental de Neidl dit que, quelles que soient les singularités de la fonction plurisous-harmonique, I de phi est un faisceau d'idéaux cohérent. Donc je prends les germes. Je prends les germes en un point quelconque. Je prends un voisinage du point et j'exige qu'il existe un voisinage suffisamment petit. C'est complètement local. La fonction phi, elle est globale. Donc la fonction plurisharmonique, c'est une fonction de x à valeur dans moins l'infini inclus plus l'infini exclu. Donc typiquement c'est une fonction comme ça. Elle a le droit d'avoir des pôles négatifs. Donc le f puissance moins phi est très très grand, ce qui force l'annulation de f éventuellement à certains endroits. Mais une fonction plurisharmonique peut avoir des moins l'infini extrêmement vaches. Ça peut être dense, puisque vous pouvez prendre des séries convergentes. Vous avez les fonctions plurisharmoniques qui viennent de la théorie des systèmes dynamiques holomorphes. Vous allez avoir des ensembles de Julia qui décrivent quasiment des ensembles de fractales extrêmement découpés qui décrivent les pôles d'une fonction plurisharmonique. Donc ça peut être extrêmement complexe. Il peut y avoir ça peut résulter de dynamiques holomorphes, ces choses-là. Mais en tout cas, ce qui est surprenant, c'est que le faisceau d'idéaux extrait de cette information qui peut être éventuellement fractale une partie qui est totalement cohérente. Donc ça, c'est toujours un faisceau cohérent. Donc ça, c'est un résultat dû à Neidl. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais cette théorie tout à fait récente, qui date pour l'essentiel de la dernière décennie, permet d'attaquer des problèmes fondamentaux de tri algébrique. Par exemple, le problème de savoir si l'anneau canonique d'une variété de type général est de type fini ou non, ce qui est encore un résultat conjectural, mais disons qu'on peut attaquer ce type de problème de géométrie algébrique par ces méthodes. Plus généralement, on a des résultats très forts de géométrie algébrique effective,
consiste à raffiner le théorème de plongement de Kodaira en demandant quels sont les degrés des plongements des variétés algébriques réalisées dans l'espace projectif avec des bornes effectives. Et on peut obtenir de telles bornes effectives par des méthodes L2, du fait qu'on contrôle extrêmement bien la géométrie et les singularités qui apparaissent. J'ai déjà dépassé le temps imparti, donc je vais m'arrêter là.